Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci de nous suivre régulièrement dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le mercredi 17 avril. Nous aurons le plaisir d'être accompagnés de plusieurs invités, plusieurs thématiques, entre autres la journée mondiale de l'hémophilie. C'est le 17, c'est célébré chaque année le 17 avril. Nous aurons à cet effet la présidente de l'association des hémophiles algériens et bien sûr un médecin biologiste qui sera parmi nous pour nous donner le diagnostic de cette pathologie. Nous aurons également à parler aussi gaspillage avec la rubrique habituelle du mercredi matin, la rubrique environnement avec Hamid Belkacem. Aujourd'hui, il recevra donc la chef de département de communication de l'Agence nationale des déchets. Elle nous parlera donc du gaspillage durant Ramadan. Bien sûr, nous sommes aux portes de l'arrivée donc de Ramadan et nous allons en parler en détail avec elle. Et bien également, nous allons aussi faire un gros plan sur une nouvelle revue qui a vu le jour au mois d'avril. Il s'agit de la revue Asihar, destinée bien sûr, c'est une revue touristique aussi qui accompagne tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie à voir, à visiter et surtout à découvrir des lieux magnifiques sur tout le territoire national. La directrice de la revue sera parmi nous pour nous en parler en détail. Et puis on aura aussi à faire un gros plan sur l'association, donc une des plus anciennes assurances, donc SAA. Donc le PDG sera parmi nous pour nous parler donc de cette nouvelle perspective, donc de vue d'améliorer aussi ces nouveaux produits, d'améliorer aussi les produits donc de cette assurance. Il sera là pour nous parler bien sûr de ces perspectives. Et puis on ira du côté d'Oran retrouver Iman Mahrougras à l'occasion bien sûr de cette belle rencontre et cette belle exposition destinée à l'art. C'est donc intitulé L'art de la paix, programme initié par l'association SDH. Voilà, elle sera là tout à l'heure pour nous faire un gros plan sur cette association. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment, comme d'habitude, avec nous et avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Régissette, bien sûr, qui vous salue, bien sûr, d'ici bas. Eh bien, je vous invite tout de suite à suivre la météo ce matin avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là, elle est avec nous comme tous les mercredis et on la retrouve avec plaisir. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Donc le temps est clément en ce moment. Il fait bien chaud par contre. Il fera très chaud aujourd'hui. Il fera très chaud. On va écouter. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien effectivement, il fera plutôt beau aujourd'hui avec un ciel dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord ainsi que sur les régions sahariennes, notamment sur la Saoura ou encore le Sahara central, le Sahara oriental. Du soleil, bien sûr, vers l'extrême sud. Le Tassili notera des vents de nord-est de 30 à 50 km/h sur les côtes de l'ouest et du centre. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure avec 37 degrés à Chlef ainsi qu'à Rilizane. On notera 30 degrés à Tiaret, 25 degrés du côté d'Alger, 26 degrés à Tizi Ouzou ainsi qu'à Sétif, 36 à Gardaya, 34 degrés à Béchar, 38 à Tindouf, Ain Salah, 35 degrés à Elizi, et enfin 39 degrés à Adrar, Borj, Badi Moukhtar et Ain Gazzam. Place tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Budapest, Bucarest, Prague, voilé à Berlin, Berne, Marseille, dégagé à Bordeaux. Côté Mercure, on notera 19 degrés à Paris, 17 degrés à Londres, 13 à Dublin, 23 degrés à Bordeaux, 18 degrés à Marseille, 17 à Berne ainsi qu'à Berlin, 16 à Prague, Budapest, 14 à Bucarest et enfin 20 degrés à Rome. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. Donc le ciel sera encore bien ensoleillé aujourd'hui. Faites attention, la réverbération dans les voitures et bien vous hydrater aussi. Bon, c'est pas les grandes chaleurs, mais tout de même. C'est des températures à l'ombre, donc voilà, un petit peu du printemps. Oui, c'est ça. Et ne pas se découvrir malgré que c'est encore le printemps. Faire attention. Donc on le dit bien, l'adage le dit bien. Un mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, c'est ça? Exactement. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. À tout à l'heure, midi et 19h pour notre bulletin météo. Tout de suite, on se retrouve avec notre premier plateau. Juste après ça.
Alors, nous en avons parlé, j'en ai parlé en sommaire. J'avais dit que c'était donc le 17 avril que partout dans le monde, on célébrait la journée mondiale de l'hémophilie. Nous allons en parler tout de suite avec nos invités. Une donc, est médecin, Madame Karima Chenour, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes médecin biologiste chargé du diagnostic biologique et du suivi des hémophiles au centre d'hémophilie de Mnemsous. Marhaba bik. Et Latifa Lemhan, vous êtes donc présidente de l'Association nationale des hémophiles algériens. Bienvenue également. Merci pour l'invitation. C'est le mec, je vous avais posé la question, ça fait longtemps que vous militez. Vous m'avez dit oui, depuis 2007, c'est cela 2004 pour être exact, au niveau de l'association de Tizi Ouzou. Ensuite, j'ai été élue présidente de l'association nationale en 2007. Voilà. Et donc, vous en avez vu des cas? Tout à fait. Vous en avez rencontré des cas. Et Dieu sait que c'est important de pouvoir diagnostiquer tôt cette pathologie. Tout à fait. Voilà. Tout se limite au diagnostic. Plus tôt on diagnostique, mieux sera la prise en charge. Tout à fait. On va tout de suite donner la parole au médecin pour nous expliquer ce que c'est que la maladie, cette maladie, l'hémophilie, comment est-ce qu'on arrive à vivre avec surtout, et comment est-ce que ça doit être diagnostiqué précocement. Alors l'hémophilie se définit comme un déficit en facteur 8 ou en facteur 9 de la coagulation. Et elle se manifeste par des hémorragies, des signes hémorragiques qui peuvent commencer à la vaccination. Il y a des hématomes qui apparaissent. Au premier pas, lorsque l'enfant commence à ramper, donc il peut avoir des hémorragies au niveau des articulations ou alors au niveau de la langue, quand les dents commencent à apparaître et qu'il se blesse. Ça peut apparaître aussi à la circoncision qui se fait de plus en plus tôt. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de faire certains examens et toutes les fois où il y a un traumatisme. Donc, selon le degré de sévérité de l'hémophilie, les signes seront plus ou moins précoces. D'accord. Et en général, c'est toujours les garçons qui sont plus donc, atteints que les filles. Alors, il y a un très petit pourcentage pour les femmes. Alors, le mode de transmission de l'hémophilie est transmise par le chromosome X. Donc, le père transmet à sa fille le chromosome X porteur de l'hémophilie. D'accord. La femme a 2X, donc il y en a un celui qui est sain va empêcher celui qui porte l'hémophilie de s'exprimer, et la mère va transmettre à son fils, qui a un X, un chromosome X et un chromosome Y, et elle va lui transmettre, dans 50% des cas, elle va lui transmettre le chromosome X qui va porter l'hémophilie. Et comme il n'y a pas de deuxième X, puisque c'est un garçon, il y a un Y, ce X va s'exprimer par une symptomatologie, par des signes hémorragiques. D'accord. C'est donc un gène récessif. On dit que c'est porté par le chromosome X. D'accord. Donc, chez la fille, étant donné qu'il y a deux chromosomes X, celui qui est sain empêchera celui qui est porteur de la maladie de s'exprimer. Et il faut savoir que chez nous, comme on a beaucoup de consanguinité, on peut avoir des hémophilies féminines lorsque le père est hémophile et que la mère est conductrice, c'est-à-dire qu'elle a hérité de son père du chromosome X porteur de l'hémophilie. Voilà. Généralement, quand un homme épouse sa cousine maternelle. C'est ça. Parce que c'est... Voilà. Donc, on peut avoir des hémophilies féminines. Et donc, on a la maladie, bien sûr, on doit vivre avec. Et comment vivre avec cette maladie quand tout est exposé? Finalement, la personne est exposée. Absolument. Tous les jours. Absolument, c'est difficile pour les parents de gérer ça. Oui. Le diagnostic est très difficile à prendre. Alors, il faut savoir que dans environ 30% des cas, on ne retrouve aucun antécédent d'hémophilie dans la famille. Donc, l'interrogatoire est extrêmement important. Lorsque l'enfant commence à présenter des signes hémorragiques, il est important de faire un bon interrogatoire avant de faire des examens, de faire un bon interrogatoire pour voir s'il n'y a pas d'antécédent familial. Dans ce cas-là, on peut s'attendre peut-être, lorsqu'il y a du côté maternel des parents hémophiles, les oncles maternels, les cousins maternels, mais dans 30% des cas, il n'y a rien du tout. Donc, c'est important de savoir s'il a eu déjà des signes hémorragiques pour pouvoir éventuellement faire le diagnostic. Aucun geste chirurgical, surtout la circoncision, ne peut être fait sans examen préalable, sans des examens qui sont simples et peu coûteux, le TP et le TCA. Il faut faire les deux examens. Un seul ne suffit pas parce que les gens ont tendance à demander que le TP, qui est toujours normal.
Oui. dans l'hémophilie. Oui. Et déjà, vous disiez, déjà, on arrive à diagnostiquer à la vaccination. Donc, très tôt. Oui. Chez le nourrisson, déjà, on saura si vraiment la maladie peut se manifester à cet âge-là. Tout dépend du degré de sévérité. D'accord. Ça veut dire qu'il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de signes à la vaccination, mais si ce n'est pas très sévère. Mais si c'est très sévère, il y aura plus de signes. Par contre, en cas de geste chirurgical, sévère ou pas sévère, il va saigner. C'est ça. La circoncision est un geste chirurgical mineur, mais c'est un geste chirurgical. Très bien. Alors, on va poser la question à l'association qui, elle, a rencontré plusieurs cas déjà depuis 2004. Vous avez un petit peu été sur le terrain. Vous savez exactement comment ce que ces patients souffrent et de quelle façon il faut aussi les aider et les orienter surtout. Tout à fait. Justement, en parlant de diagnostic, comme c'est le thème de cette année qui a été choisi par la Fédération mondiale de l'hémophilie, comme on est à la Journée mondiale de l'hémophilie, ça nous est arrivé de voir des hémophiles, notamment ceux qui vivent dans les régions sud, où on trouve 3, 4, 5 membres de la même famille qui sont hémophiles. Il y a un seul dans la fratrie qui a été diagnostiqué avec un bilan, carte, etc. Et les autres, ils vous disent on a le même symptôme que le frère, sans qu'il soit enregistré ni pris en charge. Oui. Voilà, donc même quand on fait le diagnostic, on n'oriente pas. Il n'y a pas forcément une orientation ou bien un questionnaire interrogatoire. Donc, comme vient de mentionner Dr Chenour, on n'est pas forcément obligé de dire est-ce que vous avez eu des antécédents d'hémophilie dans la famille. Souvent, on pose la question est-ce que vous avez eu un oncle ou un grand-père, par exemple, qui a été circoncis, décédé, etc. Des histoires de circoncision qui relatent un décès ou saignement prolongé, ça peut rapporter une histoire d'hémophilie dans la famille. Par exemple, les accidents, parce que ça ne pardonne pas, c'est très rapide et l'écoulement, bien sûr, et si on ne le stoppe pas, ça ne s'arrête pas de couler. Donc le sang ne s'arrête pas de couler. Et c'est ça qui engendre la mort, c'est ça directement. Souvent, on associe l'hémophilie à des hémorragies externes, alors que le plus important, c'est les hémorragies internes. C'est les ecchymoses. Là, c'est vu par tout le monde. C'est pas très, très fréquent chez les hémophiles. Dr Chenour va nous préciser quand est-ce qu'on pense aux ecchymoses. Souvent, c'est les autres troubles rares de la coagulation. Mais chez les hémophiles, c'est surtout les articulations, les saignements articulaires, les hémarthroses ou bien les hématomes. Quand il commence à ramper, etc., il commence à faire les premiers signes des saignements articulaires, ce qu'on appelle hémarthrose. C'est la complication majeure de l'hémophilie sévère. C'est ça, donc les symptômes, c'est l'apparition de certaines traces sur le corps donc, de l'individu. Des bleus, des ecchymoses, dans le jeune âge. Ensuite, au moment des vaccinations, on peut avoir des hématomes. Ensuite, quand il commence à se déplacer et à ramper, on peut avoir des hémarthroses, des saignements intra-articulaires. Ensuite, pour certains qui ne sont pas diagnostiqués tout de suite, au niveau la circoncision. Alors, il faut savoir que plus le degré de sévérité est important et plus les signes seront précoces. Ça ne veut pas dire que s'il n'a pas ces signes de façon accrue, de façon importante, il ne va pas saigner au moindre geste chirurgical. Même si on a un hémophile modéré, c'est-à-dire que le déficit est peu important, au moment de la chirurgie, la petite chirurgie à la circoncision, il va saigner. Et c'est un saignement qui sera prolongé dans le temps et il peut se vider comme ça de son sang, surtout quand il s'agit de nourrissons. Il risque de perdre une masse sanguine importante. Alors, est-ce que ces patients ont une carence en fer, par exemple, ou une carence en certaines vitamines aussi, qui peuvent aussi compliquer? En fait, le fait de saigner lorsqu'il saigne va entraîner, je pense qu'une carence en fer, si on saigne beaucoup, on perd du fer, on perd des globules rouges, donc du fer qui ne sera pas recyclé. Mais les carences en dehors de ces saignements sont les mêmes que celles qu'on retrouve chez les autres enfants. Quelles sont les recommandations justement pour ces patients? Les recommandations pour ces patients, c'est que les parents doivent être attentifs, que les médecins qui vont opérer, les médecins qui vaccinent, s'il y a un contrôle post-vaccinal, s'il y a un hématome qui apparaît, on demande aux parents est-ce qu'il y a une grosse boule qui est apparue, douloureuse, etc. Il faut qu'ils fassent attention à ces choses-là et aux parents de le signaler. Les parents aussi doivent signaler s'ils voient apparaître des bleus sur le corps de l'enfant. Ça, on peut les retrouver en cas d'hémophilie, mais dans d'autres déficits rares. On peut les retrouver aussi dans la maladie de Willebrand, qui est une maladie hémorragique. Donc ces éléments sont importants. Et extrêmement important chez nous, la circoncision se fait de façon de plus en plus précoce. Donc il faut demander des examens préopératoires parce que c'est un geste chirurgical d'une part. Il faut demander le TP,
mais aussi le TCA, parce que chez l'hémophile, le TP est normal et le TCA est prolongé. Il peut même être, lorsqu'il s'agit d'une hémophilie modérée ou mineure, il peut même être normal. Donc l'interrogatoire est extrêmement important. On attire l'attention de nos confrères, que ce soit les pédiatres, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les médecins généralistes. Attention, il faut faire un bon interrogatoire pour voir s'il n'y a pas d'antécédents hémorragiques dans la famille. C'est ça, c'est très important. Les antécédents hémorragiques de l'enfant, du nourrisson éventuellement, mais aussi ce qu'il y a dans la famille. Et même s'il n'y en a pas, il faut faire certains examens qui sont absolument nécessaires. Une enquête au préalable, absolument, bien sûr. Un interrogatoire médical, pas policier, qui apporte beaucoup d'informations et qui ne coûte absolument rien. Tout à fait. Alors, j'imagine aussi que vous vous battez quotidiennement sur le terrain pour faire connaître cette maladie et surtout informer, vulgariser un peu plus au niveau donc, des villes les plus reculées aussi. Oui, on fait souvent des journées de formation, d'information médicale, et je dirais que l'hémophilie, ce n'est pas une spécialité qui doit être consacrée à l'hématologie ou bien à la biologie, c'est l'affaire de tous. Toutes les disciplines peuvent intervenir, ça commence du gynécologue à la naissance, quand on a face à nous une conductrice obligatoire de l'hémophilie, donc le médecin doit faire attention lors de l'accouchement et éviter certaines pratiques pour éviter l'hémorragie cérébrale chez l'enfant. Aussi, le chirurgien dentiste aussi, il doit faire un interrogatoire. C'est très tôt, donc très précoce aussi. Oui. Quand on a une femme qui vous dit qu'elle a un frère hémophile, on doit faire très attention lors de l'accouchement du bébé parce qu'on a eu des cas d'hémorragie cérébrale à la naissance. La sœur d'un hémophile, la fille d'un hémophile, il y a des conductrices obligatoires et il y a des conductrices potentielles. Donc il faut écouter les personnes quand elles vous disent qu'elles ont des histoires d'hémophilie dans la famille. Il faut faire très attention à la naissance du bébé. C'est pas très génial d'avoir un bébé hémophile avec des crises d'épilepsie très très tôt. Ça freine, c'est un double handicap et c'est une marginalisation de la personne jusqu'à l'âge adulte. Très bien. Alors quels sont donc vos conseils pour la journée d'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent ce matin? Je pense qu'on devrait parler beaucoup plus des troubles hémorragiques parce qu'il n'y a pas que l'hémophilie. Le thème de cette année va vers la sensibilisation de tous les troubles hémorragiques. La maladie de von Willebrand, c'est la maladie la plus fréquente. L'hémophilie, c'est une naissance sur 10 000. La maladie de Willebrand, c'est une naissance pour 100. Donc c'est très très fréquent. Et on n'entend pas beaucoup parler de cette maladie. On n'entend pas beaucoup parler. L'hémophilie est plus connue des troubles hémorragiques. Donc c'est pour ça qu'on essaie de vulgariser, d'aller vers les autres troubles de la coagulation. On a 2600 hémophiles en Algérie, mais on a plus de 700 entre maladie de Willebrand et autres troubles rares de la coagulation. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. On va terminer avec peut-être le traitement à suivre, bien sûr, qui est préconisé par les médecins. Alors, pour pouvoir traiter correctement, il faut faire un diagnostic précoce et correct. Donc, il faut attirer l'attention sur l'importance du diagnostic précoce. Si le diagnostic est précoce, on peut éviter beaucoup de complications. Donc, les patients doivent être diagnostiqués tôt. Dès qu'il y a les moindres signes, il faut attirer l'attention des familles, des mamans qui ont un frère hémophile, qui ont un oncle maternel hémophile ou qui ont un grand-père maternel hémophile. Ces personnes-là doivent obligatoirement emmener leur enfant pour vérifier qu'il n'est pas hémophile, même s'il n'a pas de signes précoces, parce qu'on peut avoir une hémophilie qui peut être modérée ou mineure, mais pour autant, toutes les fois où il y aura un traumatisme ou un geste chirurgical, ça, c'est dangereux. Donc, si les diagnostics tôt, il peut être traité correctement tôt et éviter toutes les complications inhérentes à la pathologie. Oui, à vie. Voilà. À vie, il y a une éducation thérapeutique qui se fait. L'association algérienne des hémophiles a fait énormément. Elle fait de façon régulière des camps de vacances, etc. Et même des sessions de formation qui se font d'une part au niveau des hôpitaux, mais aussi avec l'association, de façon à apprendre à piquer son enfant dès qu'il y a un problème hémorragique, de façon à le traiter le plus précocement pour éviter toutes les complications inhérentes à cette pathologie. Très bien. En tout cas, on souhaite une bonne santé à tous ceux qui nous suivent ce matin et nous regardent, et surtout, notamment, les hémophiles. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Bon courage à vous pour tout ce que vous faites pour la santé, bien sûr, de nos concitoyens, et à très bientôt. Voilà. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Badia Amarni. Elle nous emmène du côté de Borj Baririj, plus précisément, dans le hammam Ibainan, voilà, à Borj Baririj. On se retrouve juste après.
C'est dans cette belle nature où le dépaysement total est au rendez-vous que se situe Hammam Baynan à Oulad Hala, commune d'El Ma'in à Borj Bouarerij. Une destination prisée par les citoyens de la région et même des autres wilayas du pays qui s'y rendent pour soigner différentes pathologies. L'eau de ce hammam soigne tout, surtout les affections dermatologiques. Ce hammam est indiqué entre autres en cas de fièvre et de rhumatisme. On guérit grâce à la volonté du bon Dieu. Depuis que j'étais toute petite, je venais avec ma grand-mère maternelle. Aujourd'hui, j'ai 72 ans et je continue à venir 2 à 3 fois par an. J'ai un problème de l'arthrose et je suis venu la semaine dernière. Ça m'a soulagé. Donc je suis venu cette fois-là pour recommencer. Le hammam est trop chaud, il est bien. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque des routes. Des routes qui sont très serrées. Cet investissement mené sur fonds propres a réussi à transformer complètement ce lieu qui était en état de délabrement selon les habitants. Aujourd'hui, ce hammam est doté de toutes les commodités nécessaires pour un bon séjour. عندنا الماء ناتورال لي سورس أما الفوق كامل لي سورس عندنا بليزيور سورس. L'eau est naturelle. Nous avons plusieurs sources qui oscillent entre 65 et 70 degrés. Elles soignent beaucoup plus les problèmes de la peau et les rhumatismes. Cet ancien hammam était dans un état catastrophique. Personne ne pouvait venir. Mais depuis l'arrivée de l'investisseur Mohamed Mougharan Ben Belkacem en 2012, les choses ont changé. Et vous voyez le résultat. Nous travaillons par étapes et sur fonds propres. C'est l'investisseur qu'on a souhaité, c'est notre fils de la commune. C'est grâce à lui. Il n'a rien pris. C'est leur propre moyen. Pour l'instant, il n'a rien. Ni la banque, ni Wara. C'est pour cela qu'on demande aux autorités de la wilaya de l'aider pour développer le hammam Baynan. Hammam Baynan connaît aujourd'hui une véritable rénovation et même une extension. Un projet d'une piscine est en voie de réalisation, de même qu'un nouveau restaurant avec baies vitrées et vue panoramique sur la forêt. Beaucoup trouveront leur compte dans ce lieu, soit pour se soigner ou pour prendre un vrai bol d'air. Voilà, un vrai et beau bol d'air, en tout cas en pleine nature, avec bien sûr cette thérapie, avec bien entendu les termes, c'est très important. Eh bien, nous allons parler cette fois-ci d'environnement. Chaque mercredi, on a le plaisir de retrouver Hamid Belkacem, comme chaque mercredi. Comment ça va? Très bien, merci. Non, quand on voit une termes, invitation au voyage oui. et la nature, j'ai dit bravo, toi. Il y a de la perspective, il y a du potentiel dans ce Vous êtes toujours ouvert quand il s'agit de grand air, oui, n'est-ce pas, sûr. Hamid? Il faut de l'air, il faut de l'espace. On a la chance de vivre dans le pays le plus vaste d'Afrique, qui est en perpétuel mouvement, notamment en ce moment. Ouais. Donc c'est du pur bonheur. Et avec des ressources naturelles aussi. Oui, quasiment illimité, du renouvelable. C'est le pays du soleil. C'est énorme. Vous savez, à propos de... C'est vrai qu'on va parler peut-être d'autres choses, mais les sources thermales, il y a le thermalisme, mais il y a aussi l'agriculture, notamment sur les hauts plateaux et même en milieu désertique, puisque dans la wilaya de Ghardaya, on arrive à exporter de la courgette à partir des sources hydrothermales, parce que ça donne, même en plein hiver, une température ambiante et des eaux de qualité pour de la culture sous serre, et les courgettes sont particulièrement appréciées sur le marché européen. Donc, au niveau du sud, quand on sait y faire, il n'y a pas que les hydrocarbures, il y a de l'agriculture. Ah, c'est magnifique. Voilà. On a vu l'exportation et surtout la mise en boîte aussi. Ouais, c'est très important. Il y a le conditionnement pardon, c'est le mot que je cherchais. Voilà. C'est bon. Merci. Alors, on va parler de gaspillage. On est donc à quelques jours de Ramadan. Donc, on accueille chaque année avec autant de plaisir, mais malheureusement, il y a toujours un excès de la part donc, de nos concitoyens. C'est un sacré mois. C'est un mois sacré, mais c'est un sacré mois pour le gaspillage. Le problème qui se pose, c'est que, bon, on jeûne pendant une journée, il faut bien récupérer et manger. Il y a un esprit, il y a de la ferveur religieuse, il y a l'esprit du partage, il y a de la solidarité. Ce sont des ancrages très forts dans la société algérienne. Ça fait toujours plaisir de voir les restaurants Rahma, cette solidarité. Penser au prochain, aider son voisin, les gens qui sont de passage. On ne le répétera jamais assez, le pays le plus vaste d'Afrique. Les gens, avec la sécurité retrouvée, se déplacent et parfois ils sont bloqués quelque part pendant l'heure du ftor. Donc il faut des restaurants. Les restaurants sont souvent
on va dire, managés par des associations. Les associations, il y a le cœur, il y a le bénévolat, mais il faudrait aller jusqu'au savoir-faire pour bien gérer les déchets et les emballages. D'où l'idée géniale de l'AND, qui n'est plus à présenter, l'Agence nationale des déchets, de lancer à la veille du mois de Ramadan al-Karim un concours en direction des associations caritatives pour les aider à mieux gérer ces déchets. Et donc, eh bien, elle est là. Elle est là. On a toujours plaisir à la recevoir. Elle vient nous rendre visite dans Bonjour d'Algérie avec autant de plaisir. On la présente, n'est-ce pas? Bien sûr. Sarah Tasrout, bonjour. Bonjour. Comment bonjour ça monsieur, va? Bonjour madame. Très ravie de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci d'être là. Vous êtes donc chef de département communication à l'Agence nationale des déchets et vous allez nous parler de ce fameux concours. Oui. C'est quoi au juste? Oui. Tout d'abord, je vais commencer par les campagnes de sensibilisation, parce que ça rentre dans le cadre d'une campagne de sensibilisation durant le mois de Ramadan. En fait, l'AND lance des campagnes de sensibilisation durant l'année, tout au long de l'année, durant les périodes où on enregistre des pics de production de déchets. C'est le cas oui, durant le mois de Ramadan. Ça augmente de, si on peut avoir une évaluation, le chiffre? Pardon? Si on peut avoir une évaluation en pourcentage, si c'est possible. Par rapport, c'est 13 millions de tonnes annuellement. Mais durant le mois de Ramadan, on enregistre une quantité vraiment très importante par rapport aux autres mois de l'année. Voilà, c'est un pic. Entre autres, il y a aussi un pic au niveau, durant la période de l'Aïd aussi, par rapport aux peaux de mouton, par rapport aux déchets organiques aussi. Durant la saison estivale aussi. Là, on va parler de Ramadan 2019. Voilà. Donc, durant cette campagne de Ramadan, la campagne, on l'a scindée en 3 parties. C'est la partie grand public, à travers des spots télé, des capsules radio aussi à diffuser durant le mois sacré. Il y a aussi la deuxième partie, c'est au niveau des hypermarchés. On va se déplacer au niveau des hypermarchés parce que c'est là où l'acte de l'achat se fait. C'est la source. Voilà, c'est la source. Donc l'achat des denrées alimentaires durant le mois de Ramadan augmente d'une manière considérable. Oui, parce que les gens, c'est des achats compulsifs, on appelle ça. Ils jeûnent, donc ils ont faim et ils mangent avec leurs yeux avant de manger avec leurs dents ou leur estomac. Donc on va mettre des stands au niveau des hypermarchés justement pour les raisonner, leur dire n'achetez pas autant d'aliments si vous en avez pas besoin. Pardon. Donc là, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est au niveau c'est une campagne digitale en fait, au niveau des réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Instagram, chaîne YouTube aussi. Et dans ce contexte aussi, on va lancer un concours destiné aux associations. Les associations organisatrices de iftar jama'i, iftar collectif durant le mois sacré de Ramadan. Donc ces associations, il est demandé aux associations d'envoyer des vidéos démontrant les consignes ou les éco-gestes à adopter pour diminuer justement les quantités de déchets issus des repas, en fait, de leur activité pendant le Ramadan. Préparés durant le iftar. D'accord. Vous allez les accompagner comment? Donc c'est l'AND, l'Agence nationale des déchets, qui va concevoir ces éco-gestes faits par des spécialistes. Ça va se passer comment? Bien sûr, en fait, comme chaque concours, on doit préparer déjà une fiche du concours, un règlement aussi du concours à diffuser. Il y a aussi une liste de consignes à prendre en considération dans la conception ou dans l'élaboration de leur projet, leur vidéo aussi. Donc, par rapport à ça, l'AND va préparer cette partie-là. C'est des consignes, je vais vous donner à titre d'exemple, par exemple, pour une association, elle nous filme par exemple l'étape où elle fait les courses pour cette, et elle nous démontre les éco-gestes qu'elle adopte pour disons, faire un achat raisonnable des denrées alimentaires. Il y a aussi, par exemple, une association qui utilise des assiettes ou des gobelets. À usage unique. Voilà. C'est moins bien qu'une association qui utilise des couverts, des assiettes et des verres en verre. Voilà. Par exemple, il y aura des associations aussi qui vont nous filmer les quantités de déchets, des repas
Voilà, donc il y a une autre idée aussi par rapport au pain. C'est ce que j'allais dire. Par rapport au pain, donc ils peuvent nous filmer aussi le pain qui est resté de l'iftar d'aujourd'hui. Et puis, par exemple, en faire un autre plat le lendemain. Donc c'est des idées qu'on va leur fournir aussi, mais on attend qu'on soit épaté aussi par les idées des associations. C'est une belle initiative. C'est magnifique parce qu'en fait, le but du jeu, c'est sur plusieurs aspects. Quand on va faire les achats, par exemple, de manière traditionnelle, parce que le plastique est très bon marché, vous savez qu'en Algérie, les chiffres sont... En fait, l'Algérie est gangrénée, elle est métastasée par le plastique. Chaque année que Dieu fait, en Algérie, on utilise 7 milliards de sacs plastiques. S'il n'y a pas de système pour réduire ou pour recycler ces sacs plastiques, ils vont se retrouver dans la nature. 7 milliards de sacs plastiques par an, c'est tout simplement énorme. Lorsqu'on va faire, ces associations, avec un cœur gros comme ça, vont récupérer des sous, aller faire des achats, il faut toujours éviter, il faut prendre des couffins, il faut prendre des caisses en bois ou en plastique ou en carton, parce que le carton peut être recyclé. Il faut contacter ceux qui font le recyclage, et quand on achète, on ne va pas acheter 5 kilos de pommes de terre dans un sachet, et puis dans 5 sachets, et 5 kilos de tomates dans 5 sachets, ainsi de suite. Il faut éviter en amont le déchet plastique, parce que sinon il va falloir le gérer, il n'y a pas de système de recyclage. Et aussi, on va aller, je pense que certaines associations vont jusqu'à comment traiter les déchets organiques. Vous savez qu'avec les épluchures de fruits et de légumes, on peut faire du compost. Donc j'imagine que des associations vont aussi trouver un cheminement pour leurs déchets. L'idée principale, c'est gérer, valoriser les déchets pour pouvoir décrocher le premier prix. Ce n'est pas tant, j'imagine, un aspect financier, mais c'est de l'émulation. Qui sera premier? C'est un championnat contre le gaspillage, c'est cela. C'est en tout cas une belle initiative, et je sais que nos associations sont aussi très intéressées dans ce domaine-là, très impliquées, et très impliquées, notamment Green Day, qui sont aussi très engagés dans l'associatif, mais surtout dans l'environnement. Ben oui, justement, en parlant d'association, pour revenir un petit peu en arrière, la première édition des concours qu'on organise à l'agence, c'est un concours des youtubeurs. Voilà, donc à travers, durant la période d'évaluation des vidéos qu'on avait reçues, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée des associations, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été envoyées à titre associatif. Donc on s'était dit, il faut vraiment organiser un concours pour les associations, d'autant plus qu'ils font leur travail volontairement, donc ils ont une certaine volonté à exploiter vraiment pour transmettre un message de sensibilisation pour le grand public. Et ils se sacrifient, ils ne passent pas le Ramadan dans leur famille, bien sûr. Ils sont là, volontaires, pour essayer d'apporter un bien-être aussi à tous ceux qui sont en manque. Qui sont de passage. C'est vrai que la bonne action, l'acte volontaire d'aider son prochain, de fournir un repas chaud pendant le Ramadan est fort louable, mais il faut le plus. Le plus, c'est justement arriver à gérer les déchets. Je veux savoir juste, est-ce qu'au niveau de l'AND, il va y avoir un programme anti-gaspillage de pain, une campagne de sensibilisation pour le pain, parce que, bon, selon certains experts, il y a 7 millions de baguettes qui sont jetées par jour. Pendant le Ramadan. On voit ça un peu partout, millions de baguettes. C'est lamentable. C'est lamentable. Et je ne sais pas, l'année passée, je pense, ou en 2017, il y avait une campagne qui était assez importante, marquante, de la part de l'Agence nationale des déchets pour éviter le gaspillage du pain pendant le Ramadan. Ce sera réédité cette année. Par rapport à cette campagne-là, c'était une campagne digitale. Sur Facebook. En fait, c'était un concours aussi. Un concours destiné aux ménagères. Elle devait nous envoyer des vidéos, des photos de recettes faites à base de pain. D'accord. Oui, c'est de la valorisation. Voilà. Et il y avait chaque semaine, on avait une gagnante avec nous. Donc il y avait 4 gagnantes durant le mois de Ramadan 2018, celui de l'année dernière. Voilà. D'accord. Donc voilà, on peut arriver. Oui, ce sont des idées. C'est des idées et surtout l'émulation. En matière d'environnement, dès qu'il s'agit de protéger l'environnement, mais en parallèle éviter le gaspillage, parce que lorsqu'on parle pourquoi on prend très souvent le pain. Le pain, il y a un intrant
qui sont les céréales qui sont importées, fortement subventionnées. Le pain doit être cuit dans des fours qui consomment de l'énergie, du gaz ou de l'électricité. Pour confectionner le pain, il faut toujours un pétrin qui fonctionne à l'électricité. Vous avez un autre intrant qui est principal, c'est l'eau. Et donc si on arrive à économiser en amont des devises lors de l'importation des céréales, des devises parce que l'intrant lui-même, l'énergie, l'Algérie vend du gaz. Et l'électricité, c'est du gaz qui est transformé en électricité. Et donc, en gaspillant le pain, on est en train de gaspiller les ressources fossiles, non renouvelables des générations qui viennent. Il faut toujours bien expliquer aux gens, ça n'a l'air de rien laisser une demi-baguette de pain, mais cette demi-baguette de pain, c'est peut-être $2 de nos enfants, ou le capital de nos enfants, de nos petits-enfants. En général, c'est pas qu'une demi-baguette. Voilà, c'est 7 millions de baguettes par jour qui sont jetées pendant le ramadan. C'est tout simplement inadmissible parce que dans notre religion, on dit bien les gaspilleurs étaient les frères du diable et donc c'est proscrit et donc il faudrait, c'est un mois de piété, donc il faut éviter le gaspillage pendant le ramadan. Et en même temps, quand vous savez que d'autres personnes n'ont rien à manger et qu'entre-temps, vous gaspillez tout ça, toutes ces denrées alimentaires et notamment donc le pain qui est jeté comme ça, même le sol quelquefois. D'où l'idée d'accompagner ceux qui sont dans le partage, dans le véritable esprit du ramadan, qui est le mois du partage et de la solidarité. Exactement. Il faut les accompagner. Voilà. En tout cas, belle initiative qui va commencer à partir de... le lancement officiel du concours, il va se passer le 28 avril 2019. Très bien. Donc j'avais juste un point à ajouter. En fait, en reparlant des recettes de l'année dernière, je me suis rappelé d'un point. On compte éditer un guide qui contient des consignes pour diminuer le gaspillage alimentaire, mais aussi à la fin on va mettre les recettes qu'on avait collectées durant l'année passée pour le diffuser et inciter les gens à recycler ou réutiliser le reste de repas. Très bien, vous allez donner votre adresse? Ben oui, c'est le Facebook, c'est Agence nationale des déchets, au 34 rue Mohamed Belhousdad. Et peut-être le site web de l'AND. Le site web, c'est le www.and.dz. Voilà, en tout cas, bravo à vous, bon courage, Sahar Mdanko. Merci à vous. Ça sera l'occasion aussi de souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui nous suivent, nous regardent, et notamment avec tous les efforts que vous faites au sein donc, de l'Agence nationale des déchets. Hamid. On sera présent pendant le ramadan pour rappeler certains gestes. Voilà, on sera présent pour éviter le gaspillage, accompagner, sensibiliser. C'est un mois où il faut valoriser et revaloriser le travail et éviter le gaspillage. Tout à fait. Et puis on salue aussi toutes les associations qui se préparent et s'attellent chaque année à travailler. Malheureusement, ça veut dire que la misère est encore là et bon nombre de personnes souffrent donc de cette misère. En tout cas, bonne chance à toutes ces associations. Ils seront là pour nous parler de leurs gestes. En tout cas, avec bien sûr le Croissant Rouge et la DGSN aussi qui s'y prêtent aussi et qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Voilà. Merci. Merci. Hamid. Mercredi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle avec nous Sarah Tazroud, qui est chef département communication à l'Agence nationale des déchets. À très bientôt. Merci. Voilà. À mercredi prochain pour vous, Hamid. Inch'Allah. On continue notre émission. On va aller du côté d'Oran, retrouver notre ami Iman Mahrougaras avec en tout cas cette belle rencontre autour de l'art, la paix, le programme initié par l'association SDH. Donc bonjour Iman et bonjour à vos invités. Bonjour Amel, bonjour à nos chers amis téléspectateurs qui sont là, qui nous sont fidèles chaque jour de la semaine, 7 jours sur 7. Eh bien oui, le Bonjour d'Algérie aujourd'hui va aborder le sujet. Il est question aussi de parler de cycles de rencontres hebdomadaires dédiées à l'art et sa relation à la culture de la paix. Eh bien, on va en savoir un peu plus avec nos invités qui ont accepté notre invitation et ce sont des jeunes. Il y en a une qui la première fois fait sa télé et elle est un petit peu stressée. On va essayer de la déstresser au courant de notre duplex aujourd'hui. Eh bien, cette fois-ci, on va rompre un petit peu la galanterie. Aujourd'hui c'est vers la gente masculine. Eh bien, c'est Chaïb, c'est ça. Chaïb Ilyes, coordinateur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. D'accord, alors comment vous vous sentez vu que vous êtes le seul garçon ici? Très chanceux. Ah, oui. Eh ben oui, entouré de belles filles.
Voilà. Très bien. Et bien sûr, nous avons une invitée, et pas des moindres, puisque c'est la première fois où elle fait sa télé. Alors, elle est toute stressée. Au début, elle m'a dit « Ah, je suis stressée, j'ai peur du direct. » Eh ben, on va essayer de la déstresser. C'est Ishraq Mas'oudan. Alors, elle est l'animatrice principale de l'événement. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ça va? Oui, ça va, c'est bon. Toujours stressée? Non, ça c'est bon. En plein dedans, c'est bon. Un peu, oui. Très bien. Et bien sûr, celle qu'on a l'habitude de recevoir sur notre plateau. Moi, je l'appelle toujours le sourire de Santé Sid El Houari. Eh bien, c'est Kautar Nour. Elle est chargée de communication de l'association. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Iman, bonjour à nos chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. Très bien. Alors, l'événement, c'est la rencontre hebdomadaire, l'art et sa relation à la culture de la paix. Eh bien, c'est 3 jours de suite, c'est ça. C'est le 13, le 20 et le 27. Alors, un petit rappel sur l'association SDH, Santé Sid El Houari. Oui, donc l'association Santé Sid El Houari, elle date depuis 1991. Elle veut dire... C'est une jeune fille. Tout à fait, et elle est plus grande que moi. Exactement. Du coup, elle date pratiquement, elle a 27 ans d'existence et bientôt 28 ans d'existence. Elle travaille sur le côté patrimonial et son objectif essentiel, c'est de valoriser le patrimoine algérien et la ville d'Oran et aussi d'animer le quartier Sid El Houari en animation socio-culturelle. À savoir aussi qu'on rappelle un petit peu aux téléspectateurs que le quartier Sid El Houari, ça a été le premier Oran. Il a assisté à la création d'Oran en 902. Le premier centre-ville d'Oran, tout à fait. C'est le cœur. Le cœur d'Oran. Exact. C'est le cœur ou l'âme? Attendez. Le cœur, je crois que c'est Sid El Houari, l'âme, c'est Scalera peut-être. C'est Scalera, exactement. Oui. Exactement. Donc, alors, quel est l'objectif principal de SDH, de Santé Sid El Houari? Donc, l'association Santé Sid El Houari, elle travaille sur 2 objectifs principaux. Premier objectif, premièrement, c'est la réhabilitation du premier hôpital militaire de Kaufman, qui date depuis 1837. Et aussi, c'est de revitaliser le quartier Sid El Houari et la ville d'Oran à travers l'animation socio-culturelle. Justement, vous êtes même, je le sais aussi parce que j'ai assisté aux ateliers, à même des formations. Tout à fait. Alors parlez-moi surtout de la formation, parce que vous faites des formations un petit peu différentes, où vous ramenez des professionnels de l'étranger pour assurer la formation des jeunes. Tout à fait. Donc on a plusieurs pôles. Parmi les pôles, c'est le pôle de formation et aussi le pôle socio-culturel. Donc, il y en a plusieurs projets. Dans l'ensemble des projets réside la formation. Donc, la formation, premièrement, en animation socio-culturelle, sinon en... Tailleur de pierre aussi. En métier traditionnel. Exactement. C'est l'école chantier. Donc, il y en a tout un projet qui actuellement s'intitule Força. C'est donner la 2e chance aux jeunes qui aiment exercer leur métier traditionnel, qui aiment avoir un métier traditionnel, par exemple tailleur de pierre, ferronnerie d'art, électricité, menuiserie et aussi... il va falloir se déplacer pour faire tout ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça, c'est une invitation directe. Exactement. Très bien, je suis présente. Je viendrai avec plaisir. Et bien sûr, on est là pour parler d'un événement que vous avez créé à votre niveau. Donc, je pense que c'est le coordinateur principal de cet événement qui va pouvoir nous parler on va dire, de cette manifestation qui a commencé le 13 déjà. Oui, alors avant de parler de l'événement, je vais parler du projet, parce que cet événement rentre dans le cadre d'un projet de l'association SDH, voilà. Et le projet s'intitule NIA Point Culture de la Paix, et c'est un projet qui a... NIA Point Culture de la Paix. NIA pour une culture de la paix. D'accord. Et donc ce projet a pour objectif de promouvoir la culture de la paix, de l'interculturalité, le vivre ensemble, et à travers l'exercice de la citoyenneté. Et aussi, on travaille aussi sur est-ce que vous avez été inspiré par l'événement qui s'est passé en novembre? Quel événement? Vivons ensemble dans la paix, lors de la béatification. L'événement, plutôt le projet, il a commencé le 1er mars 2018. Ah ok, avant. Oui, voilà. Donc c'est un projet qui va durer à peu près 17 mois.
La clôture, ça sera le 31 juillet. D'accord. Et donc, il a aussi comme objectif le projet de renforcer les capacités des associations émergentes, des groupes de bénévoles et les clubs universitaires. D'accord. Et comment à travers des formations en animation socioculturelle et sur les thématiques du projet. Après, on fait du suivi sur terrain. Ça veut dire on organise des activités ensemble, association SDH avec les clubs qui ont été formés et les associations. On co-organise l'événement. Et voilà. Donc cet événement, l'Art de la Paix, c'est un des produits de ce projet. Très bien. Alors, on va y aller vers la première journée qui a été le 13. Alors, le 13 février, ça a été la journée de l'ouverture de l'événement. Donc, il y a eu certainement des activités. Alors, parlez-nous-en de cette première journée. Alors, l'événement est en partenariat avec le club Artelier. C'est un club de l'université de Lusto. Et Ishraq en fait partie. Donc, je vais laisser Ishraq, parce que c'était son idée, je vais laisser Ishraq en parler. Ishraq, celle qui était stressée. D'abord, je présente ma chère maison, le club L'Artelier. Il a créé en 2016. D'ailleurs, on est en train de voir les images qui défilent du 13 février lors de... du 13 avril. Avril, oh là là, mon Dieu, je suis partie vers février. Je ne sais pas pourquoi. Qui est stressée. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis stressée. Ben voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de votre rôle lors de cet événement. Avant de parler de l'événement et tout, je vais présenter l'idée, comment ça commence et tout. Quand j'étais formée à Projet Néa, tout le monde dit que la réalisation de la paix mondiale commence par l'individu. Donc, déjà, c'est quoi? Alors, la réalisation mondiale de la paix mondiale commence par l'individu. Ah ben, c'est certain. Oui, c'est certain. La question maintenant, pour réaliser cette paix mondiale, on doit commencer par l'individu. Donc, comment réaliser la paix intérieure? Alors, comment réaliser la paix intérieure? Par la connaissance de soi, la connaissance des objectifs et des capacités. De chaque personne, de chaque individu. Personne. Et oui, du moment qu'on a tous des caractères différents, on va dire des humeurs différentes, donc chacun doit accepter l'autre avec ses défauts et son côté positif. Et ses qualités. Dans le club L'Artelier, on vit tout dans une ambiance d'une famille, on partage notre passion, on applique les arts et tout. Avec l'ambiance, je vois chacun vivre sa paix. Il communique avec les gens, la joie, la culture de la paix, elle est réalisée dans l'atelier. Donc c'est ce que je vais partager avec les gens. Alors, et comment vous avez fait pour partager? De quelle façon avez-vous partagé cette culture, on va dire, ce respect de l'individu? Lors de vos animations, certainement. Oui. Faites l'événement de 3 jours. Le premier jour, le but est de motiver les gens et de montrer le rôle de la paix dans la réalisation de la paix intérieure. D'après une exposition magnifique faite par les membres de l'Artelier. J'ai exposé là-bas. Je pense qu'on est en train de la voir, c'est ça, là, je pense. Ce sont les images qu'on a vues. Oui, allez-y. Oui, dans cette exposition de photos, photographies, des dessins, des peintures et tout, et aussi une conférence, leader M. Hamlet, un coach au développement personnel. Le sujet de cette conférence était la connaissance de soi, comment développer les capacités personnelles et tout. Donc, les jours, le 20 et le 27, il y a des ateliers d'écriture. Alors, quels sont les thèmes de ces ateliers? Des différents arts qui sont dans l'atelier et même des arts comme le théâtre et le chant. Il y a atelier de dessin, de photographie par les téléphones, smart photo, ça, c'est intéressant, les smart photos. Oui, il y a les dessins, aussi théâtre, avec les drôles madères, tout le monde les connaît. Les drôles madères, oui. Oui.
Et elle chante avec Abdelkader, le chanteur. Abdelkarim, oh, désolé. Désolé. Et oui, elle va dessus. Donc, faites les ateliers. Il n'y a pas que les bases ou de l'art. Aussi, il dit la pratique. Aussi, il va dire dessin, il va dessiner. Il va dire le théâtre avec les dromadaires, ils vont écrire une pièce théâtrale et tout. Et la présentation de ce qu'on ces participants pris les ateliers, il a dit la clôture. Très bien. Il y a plein de surprises. La clôture, c'est le 27 Le 27 l'après-midi. Le 27 avril. Très bien. Alors, quel est le programme, pardon, il n'y a pas de problème, quel est le programme de cette manifestation lors de ces 3 jours? C'est vous? Alors, le programme, je pense qu'elle vient de le mentionner. C'est juste l'ouverture. D'accord. Les 2 cas, les ateliers. Oui. Chaque atelier, c'est bon, on a ouvert les inscriptions. Les places sont limitées, allez, inscrivez-vous. D'accord. Donc, il y a les ateliers. D'accord. Chaque atelier, il y a des ateliers qui font un seul jour, il y a des ateliers qui font plusieurs. Après, la clôture, le 27 après-midi. Très bien. À partir de quelle heure? Il y a des ateliers à 9h jusqu'à midi. Oui. Il y a des ateliers de chant, c'est de 20 jusqu'à 27, plutôt jusqu'à le 26. Ce sera toute la semaine. Très bien. Alors, juste une toute dernière question, bien sûr, alors visée par, on va dire, je la pose, oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ben, mes invités me disent que je suis stressée. Ben oui, vous êtes un petit peu impressionnant vu votre jeune âge et aussi les activités que vous faites aussi. Donc, alors Kautar, quelle est l'initiative, cette initiative que vous avez prise pour l'art de la paix? Alors, elle est axée principalement sur quels sont les points essentiels de cette manifestation? D'accord. Donc, je rebondis juste pour les projets. Oui. Donc, il y en a d'autres projets aussi qui visent la culture de la paix et le vivre ensemble. Donc, il y en a 2 autres projets. Le projet Humti, qui est dédié au quartier Sid El Houari, Victor Hugo et aussi Haï Sabah. Très bien. Comment animer les pôles socioculturels de ces quartiers en animation socioculturelle. Oui. Donc, il y en a des activités qui sont dédiées aux jeunes et aussi aux enfants. Très bien. Donc, parmi ces activités, il y avait toute une kermesse qui était préparée et qui était faite durant le mois de février. Très bien. Et il y en a un autre projet qui s'intitule « Projet Jeunes pour la paix et la vie ». Oui. Donc, c'est un projet qui est axé sur la violence ordinaire. Comment diminuer la violence ordinaire au sein de notre société. Exactement. Et principalement aux établissements scolaires et aussi dans la famille algérienne. Oui, on commence par la base. La base, c'est l'école. Tout à fait. Et surtout, et aussi la famille. La famille. Donc, notre public cible, premièrement, c'est les enfants. Oui. Ensuite, c'est les enseignants à travers une formation en psychopédagogie. Et après, la famille à travers les groupes de parole des femmes. Donc, c'est comment communiquer avec nos enfants, comment comprendre leur adolescence, comment aller vers eux, comment se débarrasser, comment diminuer cette violence qui se développe généralement dans le caractère, dans les traits de caractère de son enfant. Comment se rendre compte aussi pour qu'on puisse les prendre en charge et s'en occuper, on va dire, à temps. Exactement, parce que si j'aurais une enfance extraordinaire, je serais une future femme ou bien un futur adulte extraordinaire. Alors, je reviens sur les objectifs de l'initiative. Oui. Premièrement, c'est renforcer les liens entre les gens. Très bien. Et aussi valoriser l'art et la culture. Parce qu'à travers l'art et la culture, qu'on peut accéder à l'autre. Premièrement, on s'exprime à travers les dessins, à travers les chansons, à travers les paroles, à travers, on va dire, même les tableaux. D'ailleurs, quand on dessine, on va dessiner. On veut dire. Exactement. Les artistes s'expriment à travers leurs travaux. Tout à fait. Ça, et aussi la découverte des nouveaux talents. Parce qu'il y en a pas mal de jeunes qui sont vraiment très talentueux, qui sont des artistes, des peintres, des chanteurs, aussi des comédiens sur scène à travers le théâtre interactif. Donc, on a fait une formation au théâtre interactif. Du coup, c'est de leur donner la chance et la possibilité
d'exercer leurs hobbies. Exactement. Et aussi, c'est comment être utile. Aussi, on rentre dans l'utilité sociale. Et oui, pour aider l'autre. Pour aider l'autre, pour aller vers l'autre et aussi pour mettre une cohésion sociale. Exactement. Très bien. Donc, on arrive... Et vu qu'on parle d'art, je prends juste une minute. Oui, juste. Pour plutôt le projet NIA, à la clôture, il y aura un festival NIA entre les deux rives. Ça s'intitule NIA entre les deux rives. Parce que le projet est en partenariat avec une association de Bordeaux qui s'appelle l'Association des centres d'animation des quartiers de Bordeaux. Et donc, ce sera un festival international artistique, d'expression artistique, qui va se dérouler le 28, 29 et 30 juillet, Inch'Allah. Très bien, donc on fait un petit coucou à tous nos compatriotes qui sont à Bordeaux. Je leur fais un petit coucou parce que j'ai une petite tendance vers cette belle ville, la ville du Pont-Saint-Jean d'ailleurs. Donc on leur fait un petit coucou, voilà, on a une pensée pour vous. Donc merci les jeunes, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairés sur cet événement qui n'est d'autre que l'art et sa relation à la culture de la paix. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Imen, merci également à vos invités. En tout cas, belle initiative et surtout belle énergie. Ça fait très plaisir de vous voir donc dans cette optique. En tout cas, bonne chance. On va parler tout de suite de souscription d'assurance. Et oui, qui n'assure pas aujourd'hui? Tous les Algériens et tous à travers le monde, on parle d'assurance et comment protéger ses biens. Et bien sûr, pourquoi pas les vies également. Nous allons en parler avec notre invité, Monsieur Nasser Saïs. Bonjour. Bonjour madame. Et PDG donc de la SAA, Société d'assurance, une des premières sociétés d'assurance algériennes, absolument. La SAA. On était donc tous vers cette assurance. Aujourd'hui, vous parlez aussi de modernisation de cette compagnie d'assurance. Vous êtes arrivé en 2014 dans cette entreprise, absolument. Cette société plutôt. Et il faut dire que la société existe depuis 1963, c'est cela? Oui, effectivement. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue. Vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, la SAA, c'est une des premières sociétés avec la CAR. La CAR a été créée en juin 1963 et la SAA en décembre 1963. Donc, elle a commencé ses activités en 1964, donc un peu plus de 54 ans, 55 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est toujours la première société du secteur avec une part de marché de 23%. Donc, elle occupe à peu près le quart de marché en termes de chiffre d'affaires. Je sais que la concurrence est rude quand même. Oui, absolument. Puisque aujourd'hui, beaucoup de sociétés d'assurance se sont implantées en Algérie. Absolument, depuis l'ouverture, la libéralisation d'activités d'assurance en 1995 avec l'ordonnance 95-07. Donc aujourd'hui, il y a plus de 13 compagnies d'assurance qui font la même chose que la SAA. Il y a 24 sociétés d'assurance en tout. Donc il y a une partie qui pratique les assurances de personnes, les assurances vie, et 13 donc les assurances de dommages. L'ASA, c'est aussi un peu plus de 27 milliards de dinars de chiffre d'affaires, à peu près 300 millions de dollars. Elle compte parmi aussi les premières sociétés au niveau maghrébin, au niveau africain et arabe aussi. Voilà. Alors c'est beaucoup d'efforts et surtout une main-d'œuvre et surtout des agences un petit peu partout pour essayer de séduire tout le territoire national, essayer de répondre aussi à la clientèle. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'optique de cette stratégie du monopole que vous aviez à l'époque. Aujourd'hui, donc essayer de plus séduire et apporter plus de nouveaux produits aux consommateurs surtout. Absolument, comme je viens de le dire, donc le marché des assurances est un marché extrêmement ouvert à la concurrence. Donc, s'il y a un marché où il y a plus de concurrence, c'est le marché des assurances. Donc, chacun des acteurs, chacune des compagnies essaye de gagner des parts de marché ou de conserver ses parts de marché. Donc, la société d'assurance qui souhaite donc préserver ses acquis et rester encore longtemps sur le marché doit absolument se tourner vers l'avenir, doit se moderniser en apportant un service, surtout un service de qualité, en plaçant le client au centre de toutes ses préoccupations. C'est ce que nous essayons de faire. Tout à fait. Aujourd'hui, on en est encore à la souscription d'assurance véhicule. On est toujours soucieux de notre véhicule, il faut l'assurer, il faut faire attention aux vols, aux dégâts, bien sûr collisions. C'est les principales assurances qui sont prises au niveau des agences. Absolument. Les assurances automobiles constituent donc le des plus grosses parts le segment numéro 1 des
du marché, c'est un peu plus de 50% donc, des primes collectées par les sociétés d'assurance annuellement. Et donc, c'est l'assurance qui s'adresse au grand public par excellence. Donc, je prends l'exemple de l'ASA. L'ASA compte dans son portefeuille un peu plus de 2 millions de clients. Donc, c'est la société qui a le plus de clients. Parce que finalement, c'est la branche historique de l'ASA. L'ASA, pendant des années, pendant des décennies, avait le monopole donc, sur les assurances automobiles. Nous continuons donc, à servir nos concitoyens donc, à travers cette branche d'assurance et tout en la pratiquant autrement. En intégrant notamment la digitalisation, les nouveaux... Il ne faudra plus, par exemple, trop se déplacer. Aujourd'hui, le monde va vite. On est donc très pris. Les Algériens aussi ont aussi des obligations. Absolument. Et donc, aujourd'hui, vous allez vers la digitalisation. Il ne sera plus obligatoire de pouvoir se déplacer avec son véhicule. Aller vite pour se faire rembourser également. Absolument. Nous avons, ces dernières années, introduit énormément de nouveautés donc, dans le cadre de la pratique de cette branche. Donc aujourd'hui, le client n'a pas besoin de se déplacer, enfin, dans peu de temps. Donc nous lancerons la vente en ligne. Donc le client, dans peu de temps, n'aura plus besoin de se déplacer au niveau de son agence pour souscrire une assurance. Aujourd'hui, déjà, en cas de sinistre, vous avez la possibilité de déclarer votre sinistre au moyen d'une application que l'ASA est en train de mettre à la disposition de ses clients. Pour accélérer les procédures de règlement, nous sommes en train de travailler avec notre filiale expertise pour qu'il y ait des expertises à distance. Donc, expertise à distance, les clients n'auront plus besoin donc d'acheter. C'est une révolution parce qu'en général, on a toujours peur du diagnostic de l'expert qui doit donc valider les dégâts, etc. pour pouvoir aussi enregistrer l'assurance. Nous sommes sur le point de créer aussi une JV, une société mixte, donc entre les compagnies d'assurance publique et un partenaire étranger qui justement nous ramènera donc un savoir-faire et une base de données informatique qui permettra donc toutes ces opérations donc d'expertise, de chiffrage des dommages et d'indemnisation. Donc notre objectif justement c'est de raccourcir au maximum les délais d'indemnisation et de nous rapprocher davantage de nos assurés, absolument. À l'instar de ce qui se passe au niveau international, finalement nous n'inventons absolument rien. L'objectif pour nous c'est de mettre en niveau nos pratiques et notre niveau de prestation. Ce sont aussi des objectifs commerciaux pour, encore une fois, attirer le plus de clientèle, se mettre au diapason aussi des assurances internationales. Absolument, absolument. C'est vrai que la contribution du marché des assurances à l'économie nationale, parce que de par le monde des assureurs, ont une double mission. Donc la mission qui consiste à couvrir, donc à réparer les dommages, protéger les patrimoines, protéger les personnes. Donc c'est une des missions essentielles des sociétés d'assurance. Mais la deuxième mission qui est aussi fondamentale, c'est la contribution au financement de l'économie nationale. Parce que les assureurs fonctionnent, comme vous le savez, selon une règle, on parle de l'inversion du cycle de production. Donc, dans le secteur industriel, dans les autres secteurs, l'industriel, par exemple, avant de vendre son produit, il connaît à l'avance son prix de revient, donc, auquel il rajoute sa marge bénéficiaire, donc il a le prix de vente. Les assureurs vendent des produits, mais ils ne connaissent pas à l'avance combien leur coûte ces produits, parce que la prestation, elle vient après. Donc, les assureurs encaissent des sommes, donc de la trésorerie, et utilisent cette trésorerie pour les placements au niveau, notamment le trésor public, les banques, etc. C'est une façon pour les assureurs de contribuer au financement de l'économie. Donc, plus les assurances se portent bien, plus elles arrivent à vendre, donc à faire du chiffre d'affaires, plus leur rôle, leur contribution dans le financement de l'économie devient important. Et c'est ce que nous essayons de faire. Faire de la croissance économique. Participer à la croissance, absolument, à travers le financement de l'économie, absolument. Tout à fait. Alors, vous avez plusieurs catégories, là. On parlait un petit peu des ménages, en fait, tous ceux qui assurent, bien sûr, leur maison, leur véhicule, les assurances vie. On va en parler, c'est un autre chapitre. Mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, on parle aussi de patrimoine. Absolument. On parle, donc c'est très important. Alors, en termes de chiffres, le secteur des assurances en Algérie produit annuellement quelque chose comme 140 milliards de dinars, l'équivalent de 1,2 milliard de dollars. Comparativement à des pays qui ont à peu près le même niveau de développement que l'Algérie, nous sommes un peu en retrait par rapport à ça.
effectivement, les assureurs en Algérie, ou l'activité d'assurance, a une marge de progression extraordinaire. Par rapport au potentiel économique et social de notre pays, nous sommes loin du compte. Vous venez de le dire tout à l'heure, le monopole n'a pas aidé les sociétés d'assurance à se moderniser, à s'ouvrir vers la société et à introduire des améliorations dans leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, nous essayons de rattraper un peu le retard. Et donc, ce recul par rapport à des économies qui nous ressemblent est dû à plusieurs facteurs, dû d'abord au manque de compétitivité donc au niveau des compagnies d'assurance, mais aussi c'est dû à l'organisation générale de notre économie. Un recyclage peut-être aussi. Absolument, donc il y a cette culture d'assurance qu'il va falloir changer et développer les sociétés d'assurance avec cette modernisation, cette volonté d'aller vers le client, de mettre le client au centre de leurs préoccupations. C'est très important aujourd'hui. Ne manquera pas d'idées, absolument. Il y a un changement à tous les niveaux. Donc absolument. L'Algérien aussi veut choisir sa compagnie d'assurance en fonction des produits qu'on lui propose et des produits qui sont à son avantage, non pas bien sûr pour le pénaliser. Alors vous êtes dans l'optique aussi de modernisation et surtout d'extension. Vous avez de nouveaux centres, vous avez donc une nouvelle direction aussi. Qui a donc tout pour moderniser un petit peu et agrandir votre entreprise. Absolument. Donc nous sommes dans un processus de modernisation, partant du fait que c'est la seule option stratégique qui permettra à la SA, à l'instar de ses concurrents, des autres entreprises, de se maintenir sur le marché, dans un marché de plus en plus ouvert. Donc la modernisation, elle se fait à plusieurs échelons. Donc aujourd'hui, nous sommes en train, au niveau de la SA, nous sommes en train de dérouler un programme important de relookage, de modernisation de nos points de vente. Parce que le point de contact avec nos assurés, ce sont nos points de vente. Donc nous sommes en train de moderniser selon une charte graphique appropriée, propre à la société, dans peu de temps. Là où vous pouvez le constater même à Alger, ici, là où vous allez, vous trouverez à peu près le même décor. Et nous sommes en train de faire le maximum aussi pour assurer de meilleures conditions d'accueil à nos assurés à travers le recyclage, la formation de nos agents, parce qu'il faut transformer. Il y a tout un problème de mentalité aussi des employés qui ont travaillé pendant des années dans le cadre d'un monopole. Aujourd'hui, on doit absolument leur donner cette nouvelle culture que l'assuré doit être bien traité, doit être servi pour pouvoir espérer à résister à la concurrence. Et pourquoi pas faire des portes ouvertes sur les assurances, des rencontres autour de ces nouveaux produits qui pourraient aussi accompagner l'assuré et pouvoir être à son avantage. Un exemple, l'assurance aussi habitation, c'est une assurance très importante pour aussi avoir des avantages. Aujourd'hui, on parle d'infiltration d'eau, on parle de dégâts. Il y a on ne parle pas des dégâts liés bien sûr par exemple, tremblement de terre, etc. Mais catastrophes naturelles. Mais tout ça, l'habitation, c'est une entièrement d'accord avec vous. Un nouveau produit que vous mettez en service. En fait, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit qui a toujours existé. Mais s'il y a un segment qui est resté en marge de la dynamique assurance du secteur des assurances en Algérie, c'est le secteur de l'habitation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons un parc immobilier dépassant les 9 millions de logements. C'est un parc qui est sous-assuré, à la fois pour les assurances ordinaires, pour l'habitation, vous avez deux types d'assurances. Vous avez les assurances facultatives ordinaires contre l'incendie, la responsabilité civile, les dégâts des eaux, et vous avez les assurances obligatoires que sont les effets des catastrophes naturelles. Vous savez, depuis 2003, après le tremblement de terre de Boumardès, l'État a décidé de mettre en place un dispositif obligeant tous les propriétaires de biens immobiliers à souscrire cette assurance. 14 années de pratique, ces assurances, il y a à peine 10% du parc immobilier qui est assuré dans le cadre d'une assurance obligatoire. Pour les assureurs, c'est une aubaine. Donc, c'est un segment d'activité que les assureurs se doivent absolument de développer par des produits nouveaux, par des facilités, parce que nos produits sont un peu compliqués à vendre. Donc, les produits, les tarifs. Donc, nous sommes en train de travailler, à l'instar des autres compagnies d'assurance, pour simplifier ces produits. Simplifier et surtout englober avec l'assurance véhicule. Les adosser à d'autres garanties. C'est ce qu'on appelle les PAC. Nous sommes en train de le faire. Par contre, pour les assurances obligatoires, comme c'est un dispositif légal et réglementaire,
et les assureurs doivent faire un effort en matière de communication et de sensibilisation. Ce n'est pas parce que c'est une assurance obligatoire qu'il faut la souscrire, c'est une assurance utile. Si demain, nous sommes un des pays les plus exposés au tremblement de terre. Sur, bien sûr, des sites sismiques. Donc les compagnies d'assurance doivent faire un effort de communication et de sensibilisation. L'État doit aussi faire l'effort de ne pas intervenir à chaque tremblement de terre, à chaque inondation, à chaque incendie. Il y a 2 ans de ça, nous avons connu un été plein d'incendies à travers le territoire national et à chaque fois, donc, il y a quelqu'un qui se présente pour dire aux citoyens « N'ayez pas peur, l'État va remplacer ». Cette façon de faire décourage toute idée d'assurance. Donc, chaque partie concernée doit faire un effort. C'est pour ça que l'Algérien a du mal à sortir de l'argent de son portefeuille. Voilà, nous sommes à peu près dans l'assistanat. Exactement. Donc, chacun doit faire l'effort. Il y a aussi l'idée d'assouplir le dispositif. Parce qu'actuellement, pour qu'en cas de tremblement de terre, pour que le dispositif fonctionne, on a vu dernièrement des inondations à Annaba, des inondations importantes. Le dispositif n'a pas fonctionné parce qu'il faut déclarer l'état de catastrophe naturelle. Donc il faut assouplir les procédures. Les assureurs doivent accompagner ça par des séminaires, plutôt de la communication à travers des médias. Absolument. Pour que tout le monde. Alors, si on arrive à développer ces segments, la multirisque habitation, les effets de catastrophe naturelle, je vous assure que le secteur des assurances peut doubler son chiffre d'affaires. Imaginez si on double le chiffre d'affaires du secteur, c'est autant d'argent à la disposition de l'économie dans le cadre du financement, donc la diversification des sources de financement de notre économie. Est-ce que le citoyen va pouvoir accepter et va être aussi séduit par ces nouveaux produits surtout? Et plus il y a une idée en assurance, plus la communauté d'assurés est importante, plus le prix réduit. Plus le prix est réduit. Oui. Voilà, absolument. C'est ça l'objectif. Alors, il y avait aussi une belle tentative que vous avez mise en place il y a quelques années. C'était donc l'assurance vie, l'assurance rapatriement aussi. Oui. Et bien sûr, ça n'a pas tenu. Oui, l'assurance rapatriement de corps de l'étranger a été pratiquée par la SAA pendant des années. À un moment, nous nous sommes rendus compte, en fait, l'ASA jusqu'en 2001, après c'est sa filiale, donc Amana qui a pris le relais. On s'est rendu compte après que ceux qui s'assuraient dans le cadre de cette couverture étaient des personnes âgées. Des personnes âgées. Pour la plupart. Donc, il y a eu une disposition dans le cadre de la loi de finances 2015 qui mettait à la charge de l'État la prise en charge de cette couverture, absolument. Oui. Et nous avons essayé avec le ministère des Finances de mettre en place des mécanismes permettant à la SAA de capter une majorité de nos concitoyens à travers des cotisations. Malheureusement, c'est le cas de le dire, les choses ne sont pas encore finalisées. Et la filiale de la SAA, comme c'est une société commerciale, il n'y a aucune société commerciale au monde qui accepte de perdre de l'argent tous les ans. Oui, oui. Donc l'idée, c'est de trouver une solution qui puisse permettre donc à la filiale de la SAA de continuer, mais qui puisse aussi trouver un mécanisme obligeant tous nos ressortissants à l'étranger de s'acquitter d'une prime qui ne dépasse pas 20 € par an. Donc nous sommes toujours en contact avec le ministère des Finances pour essayer de trouver des solutions adéquates. Voilà. Pourquoi pas. En tout cas, ça va aussi aider nos ressortissants établis à l'étranger. Nous ne sommes pas encore dans cette optique d'assurance vie, non plus. Et pourtant, ça pourrait être aussi important pour la société. C'est très important. Je vous donne un chiffre. Le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance au niveau mondial est d'à peu près 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars. Dans 50%, ça veut dire 2 500 milliards de dollars et représente les souscriptions en assurance vie. Donc, dans les pays, notamment les pays développés, les assurances vie représentent ce que représente l'automobile chez nous. Donc, alors, en fait, de quoi s'agit-il en fait? Il y a plusieurs assurances. Les assurances de capitalisation, ça veut dire vous payez une cotisation aujourd'hui, vous avez un capital de retraite, un capital d'essai, etc. Vous constituez un capital. C'est ça. Donc ça sert à protéger les familles, les ayants droit, etc. Il y a aussi l'assurance santé. Donc l'assurance santé, vous pouvez donc souscrire des assurances qui vous couvrent, qui vous donnent le choix de soigner absolument dans les établissements de votre choix en fonction des couvertures que vous avez souscrites.
ça, pour donc, les citoyens, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Notamment aujourd'hui, par exemple, il faut dire que les retraites de certaines catégories socio-professionnelles sont des retraites qui ne permettent pas aux gens de... Absolument. Donc avec des assurances complémentaires, nos concitoyens peuvent constituer des retraites complémentaires qui leur permettent donc de faire face aux différents besoins. D'un autre côté, les assurances vie est un créneau pour les États, pour les sociétés d'assurance, pour les économies, est un outil de captage de l'épargne à long terme. Parce que les assurances vie, vous souscrivez une assurance aujourd'hui, mais le besoin de remboursement se fait 20 ans après, 25 ans après. Donc les assureurs drainent des sommes énormes. OK, et les utilisent à financer. Aujourd'hui, le secteur bancaire algérien, par exemple, nos banques n'ont pas la possibilité de financer des projets à long terme. Parce que les ressources des banques sont des ressources à court terme. Les dépôts que reçoivent les banques sont des dépôts, donc des ressources à court terme. Avec les assurances vie, je vous donne un simple exemple. La bourse française, le CAC 40, 50% des actifs du CAC 40 sont la propriété des fonds de pension américains. Les fonds de pension américains, c'est quoi? C'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie des Américains. C'est énorme. On n'en est pas encore là, malheureusement. Peut-être, je ne sais pas, c'est des mentalités aujourd'hui. Quand on sait que, par exemple, un artiste est assuré, quand on sait que les pieds d'un artiste sont aussi assurés, les mains d'un artisan ou je ne sais plus. Donc ça permet à la fois de couvrir, de rembourser, de prendre en charge sur le plan social et de contribuer, donc de collecter des fonds qui permettent de contribuer au financement de l'économie. C'est en tout cas, ça commence à changer. Peut-être que ça va aussi changer. Quand on a vu qu'il y a quelques années, les Algériens ne s'assuraient pas pour les voyages. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Tout le monde pratiquement assure, donc prennent une assurance voyage. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle, Monsieur Saïs Nasser, vous êtes donc PDG donc, de la société d'assurance SAA. Bon courage pour ce que vous faites. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. On va continuer notre émission. Il nous reste donc un dernier plateau pour parler donc d'une revue algérienne. Il s'agit donc de la revue Assihar. Nous allons voir un reportage tout de suite signé Karim Haïfa. Il nous fait le topo donc, de la journée nationale donc, du savoir. Cette journée si particulière et importante n'est pas tant un menu exercice de rappel de la biographie de l'homme-institution que représente Abdelhamid Ben Badis, mais plutôt une occasion de réflexion approfondie sur l'état général de notre patrimoine scientifique et la situation de l'éducation et la conscience critique dans l'esprit des jeunes générations appelées à reprendre le flambeau de cet héritage historique. Il faut commencer d'abord par sensibiliser le citoyen algérien sur sa personnalité et son identité. Ça se fera pas comment? Ça se fera par une méthode multidimensionnelle, c'est-à-dire on enseigne à l'enfant pour le préparer à l'avenir. Instaurée depuis le 16 avril 1976, la journée du savoir qui correspond à la date commémorative de la mort en 1940 du cheikh Abdelhamid Ben Badis, président de l'association des oulémas algériens, sera célébrée aujourd'hui comme à l'accoutumée avec un florilège de manifestations liées à cette journée nationale du savoir. C'est également une occasion de dresser un bilan sur la situation de l'éducation en Algérie et débattre sur les progrès réalisés dans le domaine de l'alphabétisation depuis l'indépendance à ce jour. Un sujet éminemment important pour la construction d'une société du savoir pragmatique, immédiatement applicable dans le monde du travail et de l'innovation. Selon l'Office national d'alphabétisation, le taux d'analphabétisme en Algérie avait été ramené à 9,5% en 2018, alors qu'il s'élevait à 98% au lendemain de l'indépendance, une baisse fruit des efforts soutenus déployés en matière d'analphabétisation en Algérie, tant par l'État que par les instances et les associations concernées. Selon les époques et les cultures, la conservation du savoir et la transmission des connaissances s'appuient sur la communication orale et l'expression écrite. Des entrepôts du savoir sont à ce propos créés et entretenus comme mémoire collective, à l'instar des bibliothèques, des centres de documentation ou encore des musées. Des entrepôts du savoir qui peuvent constituer en partie le legs de Abdelhamid Ben Badis, qui reste toujours vivant à travers les manuscrits jalousement conservés dans les différentes bibliothèques des universités algériennes et qui représentent bien plus qu'un témoignage sur le savoir acquis par les aïeux. Il résume la mémoire de toute une nation.
En plus du devoir de préserver ces trésors inestimables des outrages du temps, il faudra nécessairement étudier et redécouvrir l'héritage culturel et l'œuvre tout entière de l'illustre réformiste en y consacrant des travaux de recherche afin de les élever au rang qu'elles méritent. Voilà, c'était donc un sujet signé Karim Haïfa et hier nous en avions parlé avec nos invités sur le plateau. Eh bien, nous allons faire un bel hommage aussi à cette revue, une revue, je vous l'ai annoncé en sommaire, qui fait son apparition depuis le mois d'avril, le 1er avril. Le premier numéro est sorti, Assihar bien sûr. Avec nous pour nous en parler, nous avons la directrice de publication et la directrice de la revue. Avec nous donc Madame Chefiqa Larbaoui, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci pour cette occasion et pour cette invitation. Alors, ce n'est pas nouveau pour vous les revues, puisque déjà cette revue existait sous une autre forme, oui. une autre appellation. Oui, exactement. Elle existait sous le nom de l'intitulé Siyaha, créé en 2008. On a fait pratiquement 23 numéros et on l'a suspendu pour des raisons administratives en 2013. Et puis on l'a repris cette année sous un nom reflétant le Grand Sud algérien. Le Sud, oui. Mais dans son sens absolu, c'est la rencontre en Algérie, comme le mot Assihar ou Assihar comme vous l'avez prononcé. Assihar, c'est un terme tergui qui veut dire la rencontre. Voilà. D'après ma petite recherche avec les gens de la région. Les locaux. Oui, donc ça veut dire la rencontre ou bien le lieu de la rencontre. Ouais. Et puis la rencontre, c'est un terme qui interprète le meeting en anglais, qui veut dire l'accueil, la chaleur de l'accueil aussi chez nous. Et puis ça existe. Il faut juste le mettre en valeur, ce paramètre. C'est exactement ça. Alors, vous l'avez donc intitulé Assihar. Et cette fois-ci, pour ce premier numéro, vous avez fait un gros plan aussi sur le Grand Sud algérien, avec d'autres prestations. Alors, la nouveauté, c'est que c'est une revue anglophone aussi. Trilingue, oui. Trilingue. Oui. C'est une édition trilingue. On a essayé d'intégrer la langue anglaise. Quand vous savez bien, le touriste anglais en Algérie, il cherche à avoir des supports qui parlent l'anglais. On essaie de satisfaire le lectorat anglophone existant en Algérie déjà. Et puis, c'est les étrangers qui cherchent à savoir sur l'Algérie, à connaître l'Algérie de près, si on peut dire. Et le plus important, notre objectif, c'était aussi de vendre le produit algérien. Avec de différentes langues. C'est ça. Et vous êtes une belle équipe qui travaillait donc depuis longtemps dans ce domaine-là, exactement, parce que le tourisme, ça a toujours été votre cheval de bataille. Vous connaissez un petit peu vous connaissez toute l'Algérie. Vous avez donc des journalistes qui travaillent sur cela. Donc aujourd'hui, l'enjeu est tout autre. L'ouverture un peu plus vers le tourisme, l'accueil. Oui, actuellement, c'est la conjoncture qui exige de passer à une nouvelle approche économique, sociale et culturelle. Et puis nous avons devant nous un défi qui est très important, c'est de trouver l'alternative pour notre économie. Et on croit, moi personnellement et toute l'équipe, bien sûr, et puis même beaucoup d'Algériens croient, y compris ceux qui sont actifs dans le domaine du tourisme, croient toujours que l'occasion est toujours là pour encore bien exploiter ce qu'on a comme potentialité, ce qu'on a comme exactement, ce qu'on a comme potentialité, oui. Et puis le plus important actuellement, et puis j'aurais aimé que vous me posiez une question sur la ligne éditoriale de la revue. Oui, justement. Beaucoup me disent, les articles, justement. Beaucoup me disent pourquoi vous dites que tout est beau, tout est bien, tout est magnifique en Algérie et vous critiquez pas. Là, on critique pas. Notre objectif, c'est la promotion, c'est pas la critique. C'est ça. Notre magazine essaye de présenter ou bien de mettre en avant ce qu'on a comme potentialité. La critique
automatiquement, il y a des failles, il y a des lacunes quelque part et dans le secteur en général. Mais le plus important... Il y a d'autres revues qui le font. Il faut voir, comme on dit en arabe, il faut voir la partie pleine de... Ouais, voilà, exactement, la partie. Il ne faut pas voir les failles ou bien les difficultés qu'on a. C'est vrai, il y a des manques dans le secteur, dans le tourisme en général. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de donner... le meilleur, oui, de bien présenter. Alors, quand on voit des photos pareilles, oui, c'est une très belle photo, tout de suite séduit. Oui. Alors, vous avez aussi des photographes professionnels qui travaillent avec vous. Exactement, oui. Nous avons. On a commencé par une petite équipe qui sont pratiquement jeunes, qui ne dépassent pas les 30 ans. Ouais, c'est des jeunes, c'est des infographes jeunes, filles et garçons. Et puis moi, j'essaye de chapeauter. Oui. je fais pratiquement le chef, mais ils ont beaucoup d'idées en matière d'infographie, en matière de conception, en matière de maquette, en matière de présentation du produit. Et puis on essaye d'améliorer ça, c'est un premier pas. J'essaie le deuxième numéro, on va essayer de donner quelque chose de parfait. Là, il y a quelques coquilles, mais la râle, ça arrive pour le premier travail. Alors, premier numéro, c'est un numéro mensuel aussi. Oui, c'est un mensuel de tourisme. Oui, on essaie. Ça vous permet un peu aussi d'avoir le temps de pouvoir préparer vos articles, préparer vos thématiques. Exactement, oui. Il est impossible de faire une édition hebdomadaire ou quotidienne de tourisme parce que déjà la matière. Oui. Et puis il y a le travail de photographe. Ça. Il y a le problème financier. Il y a donc pour imprimer une revue avec la qualité de papier, avec les journalistes aussi. Oui, bien sûr, il faut les honorer leur travail, leurs prestations. Oui. Donc il y a un autre volet on essaye d'équilibrer pour réaliser ce mensuel. Et puis le plus important actuellement, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est de faire un bon travail et de bien vendre, de mettre en avant ce qu'a l'Algérie comme trésor en matière de tourisme. Pourquoi vous avez choisi les trilingues? C'est justement pour pouvoir distribuer et brasser large au niveau donc, des aéroports, au niveau donc, des hôtels. Exactement. Déjà, elle est pratiquement dans toutes les hôtels. On a essayé de donner à titre gracieux des quotas pour les hôtels, les grands hôtels à Alger, à Constantine. On a assisté même l'événement de ces trois derniers jours d'Assirta Siyaha à Constantine. Et ben, on a beaucoup apprécié le support. Très bien. Et puis, pour ce numéro, on aura beaucoup d'interviews avec des reportages sur les hôtels qui existent en Algérie. En Algérie en général, pas Alger uniquement, et on a des interviews avec des directeurs d'hôtels et des investisseurs dans le domaine. Voilà. Nous aurons aussi un entretien avec le DG de l'ONT, l'Office national dans la prochaine édition, l'Office national de tourisme, et d'autres sujets qui vont intéresser bien sûr les lecteurs. Alors cette fois-ci, un gros plan sur la Casbah par exemple. Oui, la Casbah, la Casbah c'est le produit algérien qui pratiquement... On y revient toujours. Oui, on y revient tous les jours. On parle toujours de la Casbah parce que c'est un patrimoine qu'on ne peut pas passer comme ça sans le reprendre à chaque fois. Il y a toujours des détails. On peut prendre le détail tout seul par exemple, le haïk. Dans le prochain numéro, nous avons le haïk. Ben, il est collé à la Casbah pratiquement, à l'algérois. Indissociable. Indissociable, oui. Donc, il est collé à l'algérois. Donc, le haïk, on va le traiter avec de belles photos et tout ça. Dans sa petite histoire. Parfait. On essaie d'informer les étrangers ainsi que les nationaux de nos capacités et de nos potentialités en matière de tourisme, de tradition, patrimoine, tout, même la gastronomie, tout ça. Bien. En tout cas, longue vie à cette belle revue, Assihar, qui valorise en tout cas nos belles régions et surtout notre tourisme algérien. On souhaite bonne chance à toute votre équipe. On a pu voir de magnifiques photos grâce à vous ce matin. En tout cas, bonne chance pour ce que vous faites. Un dernier mot rapide. Eh bien, je souhaiterais bien sûr que ce titre, ce nouveau-né, je dirais, aura sa place dans le marché de la presse en général et le marché national. Et pour une autre information aussi, nous avons pris des contacts avec une société de diffusion à Paris afin de leur proposer la diffusion de notre magazine
en France. Déjà, on commence par en France et puis après... Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Merci je rappelle, à vous. Chefiqa Larbaoui, vous êtes la directrice donc, de la revue. Bonne chance et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous, madame. Merci. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain, 8h, 9h30, avec encore une fois un autre Bonjour d'Algérie. Au revoir. Merci, madame.